Est-il possible de faire de l'argent et de la qualité sur KDP? Non seulement c'est possible, mais en ce qui me concerne, c'est une obligation. J'ai un chiffre d'affaires qui avoisine 60 000 euros, avec un pic à 14 000 sur décembre. Voilà, tu n'es pas là pour donner ton avis personnel à la limite, parce que tu pourrais même écrire un livre sur les régimes en étant contre. Et donc j'ai un choix à faire, et le choix, je le fais, c'est que je décide de quitter mon job. Bien avant tout ça, au tout début, moi j'ai travaillé dans la restauration, et c'est plus un travail journalistique en fait, hein. C'est pas, moi je me considère pas comme un écrivain. Pour moi c'est un petit peu comme, t'imagines un mec qui veut ouvrir un restaurant, le gars sait pas cuisiner, et il ouvre quand même son restaurant, et il fait tout avec un Cookéo. Bah, ça devient un cauchemar en cuisine. Salut Joël! Salut Nicolas. Bah, écoute, merci beaucoup d'accepter l'interview sur cette chaîne. On va voir que tu as des résultats, une expérience et un profil hyper intéressant pour ceux qui nous écoutent. On va aborder pas mal de sujets. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et pour rentrer dans le vif du sujet, comme c'est l'habitude, est-ce que tu peux te présenter rapidement et entrer directement dans tes résultats? Et ensuite, on reviendra sur ton histoire et ta présentation plus en détail. Ok, et ben écoute, bonjour déjà, donc je m'appelle Joël, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai un enfant de 13 ans, je vis à 100% de KDP depuis quasiment 2 ans maintenant. Depuis un an et demi, je ne fais que du high content. J'ai fait très peu de low de toute façon, même au départ. En termes de résultats, donc sur 2022, j'ai un chiffre d'affaires qui avoisine 60 000 euros, avec un pic à 14 000 sur décembre. Voilà, si on veut aller un petit peu plus loin, il y a une stabilité sur les mois, c'est-à-dire que j'ai une année assez linéaire en fait, à 3 000 à 4 000 euros sur les 10 premiers mois, puis une envolée sur novembre-décembre en fait. Voilà. Ouais. Et j'ai une bibliothèque quasiment exclusivement evergreen. Voilà, j'essaye pas de cibler des moments particuliers, des choses particulières. Voilà, je fais de l'evergreen, ce qui explique aussi la stabilité des résultats. Magnifique. Et alors du coup, avant qu'on rentre plus avec la pub, etc., là, on est le 26 janvier au moment où je t'interview. Ça démarre bien, janvier? Ça démarre bien janvier parce qu'en fait, si je compare avec janvier de l'année dernière, en fait, je vais plus que doubler. Ouais, super. Donc tu vas être peut-être atteindre, je sais pas, 7 000 à 8 000 euros, quelque chose comme ça? Ouais, normalement, si tout va bien, on va dépasser 7 000, 7 000, 7 500. Ouais, donc ça me paraît super cohérent parce que comme on le voit sur la capture d'écran, donc ça monte jusqu'à quasi 15 000, donc tu as dit un peu plus de 14 000 euros pour décembre. Et d'expérience, le mois de janvier qui suit le décembre où ça explose, c'est à peu près décembre divisé par deux. Donc ça te lance en fait, ça te fait passer un step. Et si jamais tu continues aussi bien, tu peux imaginer la même courbe mais qui démarre à 7 000 et donc qui finit à probablement 30, 40 quoi, en décembre, voire plus si tu es performant, mais c'est super classique comme courbe, et enfin, en tout cas, comme courbe qui fonctionne, quoi. Donc, félicitations à toi, Joël, pour tes résultats. Est-ce que tu peux Merci. nous détailler un petit peu pour ceux qui nous écoutent, les gens aiment bien savoir, donc un peu combien de livres tu as, ou en tout cas, quelle est la part des best-sellers dans ces résultats, si tu as des dépenses pub. Tu m'as envoyé deux captures à ce propos, donc on peut parler un peu en détail de tes résultats pub, etc. Ouais. En fait, alors les livres, oui, j'en ai pas mal des livres parce que, comme tout le monde, j'ai testé beaucoup de choses, surtout au départ. Après, il y a beaucoup de déchets dans ma bibliothèque. Il y a des choses qui ne sont même plus publiées, hein. Je fais régulièrement un ménage sur ce qui ne m'intéresse plus dans la bibliothèque et ce qui ne fonctionne plus. Voilà, après, ouais, j'ai des dépenses pub. J'ai mis du temps, moi, à mettre un petit peu la pub. En fait, j'ai vraiment commencé sur début 2022, ou fin 2021. Non, fin 2021, j'ai commencé, mais vraiment, je me suis attaqué sur 2022. J'ai des stratégies différentes en termes de pub, c'est-à-dire que sur certains marchés, comme le FR par exemple, je vais plus viser une rentabilité. Voilà, parce qu'il y a des résultats qui sont déjà intéressants en termes de vente naturelle. Et puis sur le marché US principalement, là je vais viser la visibilité. Ok, donc c'est ce qu'on voit. On peut parler si tu les as sous les yeux. Donc les deux captures que j'affiche en ce moment. Donc on a les pubs US qui sont en bas, et les pubs FR en haut. Donc avec 6%, un peu plus de 6% d'ACOS sur le FR et 30% d'ACOS sur le US sur le mois de décembre. Est-ce que tu peux nous C'est commenter ça. un petit peu ça?
Bon, en fait, sur le FR, encore une fois, en organique, ça se vend très bien, donc je les laisse parce que voilà, ça augmente les ventes. Mais dans ma stratégie, je n'essaye pas, si tu veux, d'avoir plus de visibilité que ça sur le marché FR. En fait, les livres qui vraiment se vendent bien sont tous en première page, donc voilà, j'ai pas ce besoin particulier de dépenser pour faire de la visibilité. Par contre, sur le marché US, c'est complètement différent, c'est beaucoup plus concurrentiel. Donc là, quand je lance un livre, eh ben, je mets un peu plus le paquet sur la publicité la stratégie, en fait, est toute bête, hein, c'est faire ranker tout simplement le livre plus rapidement. Bah, du coup, ouais, c'est de super bonnes stratégies. Je tiens quand même à te féliciter pour tes ACOS parce qu'on a quand même un certain volume. Souvent, c'est la compétition de l'ACOS le plus petit possible. Sauf que, bon, faire un ACOS de 6% sur 3 ventes, c'est facile. Faire un ACOS de 6% sur 6 000 € de CA et 420 de dépenses pub, c'est quand même pas négligeable. Pareil pour ta performance sur le US, tu as quand même 600 dollars de dépenses pour 30% d'ACOS. Pour le US, franchement, ça peut paraître beaucoup 30%, mais pour le US, c'est vraiment très bien, puisque l'US est très concurrentiel. Et donc, bah voilà, c'est des très belles performances. Je parle de vécu, le US, c'est vraiment difficile. Et pour tous ceux qui nous écoutent, voilà deux types de profils. L'ACOS en soi, ça veut rien dire. Il faut le mettre en contexte avec une stratégie, avec un nombre de dépenses, avec un nombre de data minimum. Et ne croyez pas tous les charlots qui vous disent que 4,5% c'est génial alors qu'ils ont fait 12 € de dépenses. Voilà, c'était mon petit tacle. Est-ce que tu peux donc nous répartir juste sur les 60 000 que tu as fait cette année, par exemple, la part US et la part FR, en gros, hein, même si on... Alors, en gros, enfin, de toute façon, c'est sur le FR où je génère le plus. J'ai pas les chiffres sous les yeux. On va dire que grosso modo, sur le FR, je dois tourner à peu près à 40%, 30%, et le reste, c'est réparti sur d'autres marchés, italiens, notamment espagnols, très peu Ok, l'Allemagne. Voilà, c'est FR en premier, US après, et puis après, ça se partage. super. Bah, écoute, parfait. Je pense que là, on a pas mal de détails. Euh, c'est un bon moment pour revenir un petit peu sur ton histoire et comment tu as découvert KDP. Euh, donc voilà, comment as-tu découvert KDP? Qu'est-ce que tu faisais avant KDP? Quel était ton job, etc. Ton mindset avant ça. Enfin, voilà, parle-nous de toi un petit peu. Eh ben, écoute, bien avant tout ça, au tout début, moi, j'ai travaillé dans la restauration. Puis j'ai travaillé 12 ans dans le domaine de l'animation socioculturelle. Ensuite, je me suis orienté vers les métiers de la formation et du conseil en entreprise, orienté spécifiquement en management, développement des compétences. Et ça m'a amené en fait à créer ma toute première entreprise, donc il y a grosso modo 10 ans maintenant. C'est une entreprise que j'ai gardée un peu plus d'un an en fait. Je l'ai pas gardée très très longtemps parce que voilà, c'était la première entreprise et il y a des choses que j'avais pas spécifiquement prévues. Il y avait toute une lourdeur administrative que j'avais pas prévu de gérer, en tout cas pas à ce point-là. J'ai eu une approche commerciale qui a certainement été aussi mal étudiée. Donc voilà, ça a été une expérience très intéressante parce que j'ai appris énormément de choses à ce moment-là. Mais voilà, elle n'a pas été très très longue. J'ai rebondi tout de suite après dans le domaine de la publicité, où je suis resté un peu plus de 7 ans. Mais toujours en cherchant en fait des idées de business, parce que j'avais envie vraiment de trouver quelque chose qui me passionne. J'avais besoin de trouver une autre voie. Et après, c'est une question de personnalité, mais j'avais envie d'être indépendant. Excuse-moi de te couper, Joël. Quand tu parles de publicité, tu peux nous préciser un peu? Donc, c'est dans la pub un peu traditionnelle, c'est pas la pub Facebook ou la pub web, on est d'accord? Pas du tout. Ouais, non, Ouais. non, c'est tout ce qui est impression, édition de revues publicitaires, affichage, voilà, Donc publicité. finalement, quand même, une vision du marketing et de la communication, et j'imagine que ça t'a aidé pour KDP. Ouais, exactement. Ça m'a aidé pour KDP. Ce qui m'a aidé aussi, c'est tout simplement parce que forcément, on travaillait avec des produits d'imprimerie. Ouais. Donc après, tout ce qui était déjà bon logiciel, j'avais les connaissances là-dessus. Fonds perdu, par exemple, je savais très bien ce que c'était. Donc voilà, c'est vrai que de ce point de vue-là, bah, j'avais déjà une partie des compétences en fait. Ça m'étonne pas du tout. Vu tes résultats, voilà, l'axe marketing, visuel, communication, c'est souvent le plus important, hein. On a les auteurs maudits qui écrivent des livres dont personne ne veut
et les bourrins gitanpreneurs KDP. C'est un petit peu mes deux clichés. Et souvent, donc, le gros problème, c'est le marketing et de vendre un livre avant de l'écrire, entre guillemets. Et donc, si tu as fait de la pub et de la communication, tout ça, bah, tu connais ça et ça doit expliquer pourquoi tes livres réussissent bien, quoi. Vas-y, désolé de t'avoir coupé sur ce sujet, mais c'était important. Tu peux reprendre sur je crois que tu en étais à la transition vers d'être libre et de faire quelque chose toi-même en indépendant. C'est ça. Et donc, en fait, en 2020, donc, je suis toujours dans ma recherche d'idées de business. L'édition en fait partie. J'ai toujours ce petit truc dans le coin de la tête parce que j'aime écrire, j'aime dessiner. Enfin, voilà, tout ce qui est graphisme, écriture me parle. Donc, en même temps, j'ai cette expérience dans tous les produits d'imprimerie. Donc, voilà, c'est quelque chose qui me vient, mais j'ai pas forcément d'idée particulière. Et je découvre KDP, mais vraiment tout début 2020, avec tes vidéos d'ailleurs. Voilà, ça commence à me faire tilt, on va dire, et arrive le confinement. Donc, je profite du confinement pour commencer vraiment à publier quelques trucs pour tester. C'est vraiment, voilà, c'est du test. Les premiers trucs que je fais, c'est du cahier ligné, tout simplement. Je m'embête pas. Je sais très bien que c'est pas quelque chose qui va me faire gagner des millions, mais voilà, je teste la mise en ligne. J'essaye de commencer à appréhender en fait les keywords. Puisque encore une fois, j'ai déjà les connaissances de tout ce qui concerne l'impression, etc. Donc tout ça, moi, je l'ai déjà. J'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Donc je passe directement à des choses qui me paraissent importantes. Voilà, mars, avril, confinement, je commence à faire pas mal de choses, je teste pas mal de choses, et notamment des bases d'agenda scolaire Mhm. que je vais mettre en ligne après un peu plus tard, vers le mois de mai, qui vont vraiment commencer à porter des bons résultats en juillet. Voilà, juillet, donc je commence à avoisiner les 1000 euros. On parle de 2020, ouais, tout Donc, à fait. à peine quelques mois après ton début sur KDP. En fait, je commence en mars, je dois faire 3-4 euros en mars, 10 euros, enfin, le truc classique, en fait, hein. Et j'ai cette petite explosion, en fait, en juillet, parce qu'encore une fois, c'est de l'agenda. Donc, je suis en Oui. plein dans la bonne période, je vends de l'agenda scolaire, ça fonctionne bien, et forcément, ben, août, ça retombe un petit peu, et septembre, je retombe à ce que je faisais, en fait, avant. Mhm. Mais je me décourage pas parce qu'en fait, un, ça me plaît beaucoup, et puis deux, je perçois vraiment le potentiel qu'il peut y avoir sur KDP. Le problème que j'ai, c'est que je me dis qu'avec mon travail à côté, j'arriverai jamais à développer mon business, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai un choix à faire, et le choix, je le fais, c'est que je décide de quitter mon job. Donc, je quitte mon job en octobre 2020. Et ce mois-là, je fais 300 euros de royalties. C'est-à-dire que Ok. je quitte un boulot en toute transparence payé plus de 2000 euros. Je prends ce risque-là. Mais en même temps, il y a une logique, c'est-à-dire que depuis la fin du confinement, j'ai très très peu publié. Ce que j'ai publié sont des choses un petit peu test et vite faites. Donc voilà, ça change pas mon mindset, on va dire. Donc je continue, je me donne un objectif, je me mets au travail. Donc à partir de fin octobre 2020, je suis totalement libre et j'y vais à fond. Et je m'oriente quasiment tout de suite sur le high content en fait. Parce que j'ai fait un petit peu de l'eau comme tout le monde, hein. J'ai fait un peu de médium aussi, voilà, mais c'est des choses que tout le monde peut faire et honnêtement, ça m'intéresse pas plus que ça en fait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le high content, c'est d'écrire, c'est de publier des choses qui m'intéressent et pas juste faire, je sais pas, un livre de coloriage sur les dinosaures en espérant le faire ranker un petit peu et que ça me ramène de l'argent. J'ai besoin, voilà, de faire ce genre de choses. Donc 2021, en fait, c'est l'année charnière, donc des livres. Alors le premier doit faire à peu près 70 pages, et puis le deuxième va faire 120, et ensuite ils vont tous être comme ça, avec un max à 160. Donc, tu fais des choses de plus en plus qualitatives avec une barrière à l'entrée de plus en plus grande. C'est C'est ça? ça. En fait, c'est juste que quand je décide de faire du high content, je m'attaque, pardon, à une niche où j'ai pas à sortir un livre monstrueux. C'est Mhm. pas tant une question de qualité, c'est juste que voilà, c'est un test. Je sais que je vais passer longtemps dessus, donc j'y passe un mois Ouais. sur le premier. Je le mets en ligne et ça commence à fonctionner. Donc à partir de là, je me dis, ok, maintenant on y va, on s'attaque vraiment à des choses sérieuses et je mets 2 à 3 mois pour faire un livre à partir de là. Ok. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, ça demande des efforts, du temps, de la patience, de voir un minimum au moins moyen terme.
Voilà, maintenant avec ton expérience, tu mets à peu près 3 mois par livre, 2-3 mois au minimum. Donc c'est Ouais, bien de le entre dire. 2 et 3 mois, c'est la moyenne, c'est en fonction fonction du contenu du livre, bien évidemment, et de ma connaissance aussi sur le sujet, parce que quand on fait du high content, des fois on va s'attaquer, d'ailleurs souvent au début c'est ce qu'on fait, on s'attaque à des sujets qu'on connaît un petit peu, voilà, sans forcément avoir une expertise, mais ce sont des choses que l'on connaît un petit peu. Et puis plus ça avance, et plus on arrive à se détacher de ça et à s'attaquer à des choses qu'on ne connaît pas du tout en fait. Donc maintenant, tu as développé une expertise dans créer des high content en sourçant des informations, en apprenant sur un sujet nouveau, parce que tu as peut-être la méthode et l'art d'écrire en fait sur un sujet. C'est ça. En fait, moi, l'écriture ne me pose aucun souci et la recherche d'informations ne me pose pas de souci non plus. Donc, pour faire court, quand j'écris un livre, je vais prendre trois, quatre types de sources différentes que je connaisse de toute façon, ou que je connaisse pas le sujet en fait, parce que même si je connais le sujet, à moins d'être un expert, je vais forcément avoir besoin d'aller chercher des sources. Et c'est plus un travail journalistique en fait. Hein. C'est pas, moi, je me considère pas comme un écrivain. C'est plus une approche journalistique, c'est-à-dire aller chercher de l'information, recouper les informations, trier les informations, remixer les informations, et ensuite retranscrire ça d'une façon adaptée aussi au public. Si tu écris un livre pour enfants, tu vas pas avoir la même écriture que si tu écris un livre pour adultes. C'est ça. Bah, d'ailleurs, ça me fait plaisir d'entendre dire ça, que c'est plus du journalistique et du recoupage d'informations. Pour moi, en fait, créer un high content, c'est un petit peu comme créer une dissertation quand tu es au lycée, alors que tu as déjà eu un cours. En fait, tu n'as pas pondu toi-même les théories, tu es juste en train de reformuler pour une question. Et parce qu'il y a des gens qui ont un peu le syndrome de l'imposteur avec le high content, qui ont l'impression qu'ils doivent être experts dans le sujet. Notamment, on en a parlé pendant la conférence ChatGPT, où je donnais un exemple avec des sources et quelqu'un me disait: ah oui, mais écrire un livre sur la santé, sur le régime d'H, ça, c'est vraiment limite de l'imposture, c'est limite dangereux. En fait, il faut pas se positionner en mode expert, docteur, spécialiste du régime d'H qui va vous donner les méthodes exactes. Il faut se spécialiser, faut se mettre dans la peau de quelqu'un, par exemple, qui suit un régime, qui fait ses informations, qui donne son retour d'expérience avec des sources, en n'ayant pas la prétention d'avoir la vérité. C'est un petit peu ce que tu dis. Ouais, c'est exactement ça. L'expertise, c'est quelque chose qui, de fait, de toute façon, n'est pas palpable. Tu peux avoir des gens qui se disent experts en quelque chose et qui, en fait, ne connaissent pas forcément grand-chose. Déjà, il faut partir de ce concept-là. Donc, à partir de là, si tu as l'envie de faire un travail de qualité, si tu prends le temps d'aller justement chercher des sources différentes, si tu ne prends pas parti, parce que des fois, c'est ce qu'il faut faire aussi, tu peux écrire, notamment par exemple sur ce qui peut être sur les régimes. Finalement, c'est comme si, si tu étais créateur de contenu sur YouTube, tu peux très bien parler des régimes en ne disant pas que tu es un expert, docteur, diplômé, etc. Et pourtant, ton contenu peut être intéressant. Les gens sont pas débiles, ils peuvent faire la part des choses, prendre ton contenu pour ce qu'il est, faire leur propre opinion. Et voilà, en fait, c'est juste un support d'information, c'est pas une bible officielle, quoi, un e-content. Ouais, c'est exactement ça. Et de toute façon, si t'as vraiment la passion de ce que tu fais et si, encore une fois, tu arrives à traiter avec une vision globale ton sujet, voilà, je dirais presque que tu peux égaler certains livres d'experts, en fait. Après, forcément, tout dépend des sujets. Moi, j'ai jamais écrit un livre, je sais pas, sur la médecine, par exemple. Enfin, tu vois, il faut avoir une certaine logique, mais tu peux écrire des livres sur la cuisine et en n'étant pas très très bon en cuisine. Ouais, c'est cool. Je pense que ça va vraiment intéresser des gens qui hésitent à se lancer, qui ont un peu le syndrome de l'imposteur et tout. Je pense que ton point de vue, il est le bon parce que on sent que tu fais de la qualité et que tu fais un vrai travail de high content sans te prendre pour un auteur expert. Et c'est pour ça aussi que tu arrives à vendre tes livres, que tu arrives à dépasser ce syndrome de l'imposteur. Enfin, pour moi, c'est vraiment la bonne attitude à avoir, quoi. C'est Euh, ça, en fait, je pense qu'il faut pas se prendre pour un écrivain, il faut juste se prendre plus pour un journaliste, en fait. Avoir en tout cas cette approche journalistique. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vu. Ok, je suis pas expert dans un domaine, mais je sais chercher les informations, je sais les recouper, je sais faire ce travail-là et je sais le restituer. D'ailleurs, je voulais te poser cette question à la fin, mais c'est un bon moment pour la poser. Est-ce que, pour revenir à ChatGPT, est-ce que tu as regardé un peu et est-ce que tu penses que ça va t'aider? Euh, enfin voilà, dis-moi vraiment ce que tu en penses honnêtement, sans filtre. Alors, ouais, moi déjà de base, je suis pas trop branché sur ce genre d'outil-là en fait.
Moi, ce que j'aime, c'est créer, j'aime travailler seul, que ce soit sans être humain et sans forcément l'aide de machines. Après, je pense que ça peut être un outil qui peut être très intéressant pour, par exemple, je sais pas, trouver des idées de niche, aider certaines recherches d'informations, arriver à faire un plan de livre. Après, écrire un livre avec, personnellement, non. Voilà. Oui. Ça, c'est mon avis perso, mais la machine doit pas, elle doit aider, mais elle doit pas remplacer, en fait. Si, si tu as une IA qui écrit le livre à ta place, c'est plus net, c'est un remplacement total. Pour moi, c'est un petit peu comme, t'imagines un mec qui veut ouvrir un restaurant, le gars sait pas cuisiner, et il ouvre quand même son restaurant et il fait tout avec un Cookéo. Bah, ça devient un cauchemar en cuisine. Voilà, c'est ça. Et Donc, après, tu baisses, t'es voilà, pas content, voilà. c'est ça. Le Cookéo, c'est bien, mais tu le laisses pour chez toi, ou alors même si tu es un cuisinier pro, tu peux t'en servir pour certaines choses, mais voilà, ça fait pas de toi un cuisinier professionnel. Ouais, super, super exemple avec le Cookéo. Ça rejoint la conclusion que j'avais dans la conférence ChatGPT. Là, pendant que j'ai eu une idée avec ChatGPT, c'est que on peut lui donner des informations et lui dire, par exemple, trouve-moi les points positifs, points négatifs, ou trouve-moi les 3 points clés de ce truc. Et en fait, finalement, dans un travail journalistique, j'imagine que tu dois au début peut-être te faire une sorte de liste de plein de trucs que tu dois lire, des sites, des vidéos à regarder, des livres et tout. Donc, tu es dans la phase de collecte d'informations. Finalement, tu peux donner tout ça à manger à ChatGPT pour qu'il te fasse un pré-plan ou qu'il te commence à te structurer un peu tes idées. Et là, pour le coup, ça peut être très utile. C'est-à-dire, pas se reposer sur ChatGPT pour demander de l'info, mais se reposer sur son intelligence pour trier de l'info que toi, tu as préalablement choisi avec ton cerveau, avec ton expertise et ton expérience. Ça peut être Voilà, cool. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais de toute façon, voilà, je considère que le chat GPT, il répond à une question. Si tu sais pas poser la bonne question, déjà, voilà, faut que ça reste une aide. Écoute, on est tout à fait d'accord là-dessus, hein. Je crois que c'est à peu près unanime. La conclusion sur ChatGPT pour KDP, c'est que c'est un outil et pas un associé ou quelqu'un qui prend des décisions à ta place et qui fait ton boulot, quoi. Bah donc maintenant, tu fais du KDP à plein temps. Et donc dans les autres interviews qui sont sorties ou qui vont sortir, on va voir que la plupart en fait, sont comme toi, ils ont quitté leur job, alors de manière réfléchie, etc. Mais ils ont quitté leur job et c'est le fait de se retrouver un peu dans la merde, entre guillemets, avec ben, besoin de faire des revenus, de remplacer ce revenu, qui a fait qu'ils ont eu des résultats, qu'ils ont se retrouvé de la qualité, etc. Est-ce que tu peux nous parler de la transition? Comment tu t'es senti? Quel était ton mindset quand tu as passé le cap de te lancer à fond sur KDP? Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie aujourd'hui? Comment KDP a changé ta vie, pas seulement d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue de ta vie de tous les jours, de ta liberté, etc. Bah écoute, déjà, donc, pour en revenir à la transition, c'est sûr que quand je quitte mon boulot, donc, en octobre 2020 et que je fais 300 euros, euh, concrètement, je me dis, il va falloir y aller, quoi. Voilà. Maintenant, il faut comprendre que moi, c'est une décision que j'ai prise en toute connaissance de cause. J'ai souvent changé de voie professionnelle, de boulot, de structure, hein. Quand j'ai passé, par exemple, 10 ans dans l'animation socioculturelle, derrière, ça veut dire que j'ai fait cinq structures différentes. Donc, j'ai cette habitude on va dire, la prise de risque et puis de sortir de ma zone de confort. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas gênant, qui est presque naturel en fait. Après, il faut faire attention, c'est pas le cas de tout le monde, donc il faut vraiment réfléchir. Je ne dis pas que ce que j'ai fait est une mauvaise idée, je dis juste que ça ne peut pas convenir à tout le monde. Hein. Faut comprendre que vous allez vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que on a tous des factures à payer, on a tous un loyer à payer, et que si l'argent ne vient pas très très vite, ben, vous allez avoir une pression de dingue, une pression financière, une pression de résultat. Donc vous allez vouloir créer trop vite ou trop de choses, et puis en fait vous allez vous tromper de voie. Et puis vous allez très mal vivre aussi les échecs, parce que KDP, enfin, j'imagine pas quelqu'un réussir dans le KDP et n'avoir subi aucun échec. Les échecs, il faut savoir les encaisser, il faut comprendre qu'ils font partie du processus, et ça, c'est pas forcément permis à tout le monde. Donc si vous le pouvez, faites-le. Si vous ne le pouvez pas, faites grossir peut-être avant votre bibliothèque et vos revenus et quittez après, quoi. Puis c'est une décision qui n'impacte pas que notre propre personne. Hein, si vous avez, je sais pas, une copine, un copain, des enfants, cette décision, elle va impacter tout le monde, en fait. Et d'ailleurs, bon, bah, j'aime bien cette interview parce qu'elle est très réaliste et plein d'enseignements. Le point commun aussi à tous ceux que j'ai interviewés et qui vont être interviewés, c'est
les résultats ne viennent pas tout de suite, il faut un minimum de persévérance et il faut accepter d'échouer souvent. Il faut sortir du monde du salariat où on a sa paye tous les mois et on est sûr de l'avoir, entre guillemets, à un modèle où on perd souvent pour gagner peu souvent, mais fort. Et en termes de psychologie, c'est complètement différent. C'est exactement ça. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup et que j'ai en tête depuis des années, c'est, je sais plus de qui elle est cette phrase, mais qui dit que l'échec, c'est de s'arrêter avant de réussir. Oui. Donc voilà, moi je suis toujours parti avec cette idée-là et quand on quitte son job pour vivre de KDP ou d'autres choses, qu'importe, mais quand on se lance en tout cas de façon indépendante, ben, il faut savoir que vous prenez plus de risques que pour être salarié. Donc après, il faut l'assumer, il faut que ça soit une vraie décision de vie et pas juste le fait de se dire ouais, je vais faire ça et je vais gagner plein d'argent. Il faut faire attention. C'est bon, on voit des super résultats sur les vidéos YouTube, par exemple. On se dit oui, c'est super, il y en a qui ont fait tant par mois. C'est pas toujours le cas. Et il faut travailler pour le faire et surtout, ça viendra pas en 2 mois. Voilà, j'essaye d'être au maximum honnête sur cette chaîne et toujours mettre dans le contexte. Voilà, toutes les personnes qui ont des résultats impressionnants, c'est souvent après 2, 3 ans. En 3 ans, on peut faire de très très belles choses. En 3 mois, peut pas faire grand-chose, c'est du mytho en fait. Mais voilà, on surestime ce qu'on peut faire à court terme et on sous-estime ce qu'on peut faire à long terme. En 3 mois, vous n'allez pas faire grand-chose. Par contre, en 3 ans, vous pouvez faire beaucoup plus que ce que vous pensiez pouvoir faire en 3 ans. Et alors maintenant, en parlant d'objectifs et de résultats et de revenus, c'est quoi tes objectifs pour 2023, Joël? Bah écoute, mes objectifs, c'est de continuer en fait sur la même lancée. Continuer de travailler des niches que j'avais aussi laissées de côté par manque de temps ou parce que j'estimais qu'elles avaient peut-être moins de potentiel. Continuer à créer tout simplement en essayant d'améliorer certaines choses comme mes publicités, comme tout simplement mon organisation aussi. Après, j'ai aussi l'objectif simplement de prendre un peu plus de temps pour moi. Moi, j'ai beaucoup travaillé en 2021 et 2022 parce qu'il fallait que je le fasse si je voulais des résultats. Là, on est en 2023. Honnêtement, j'ai dépassé mes espérances, hein. Donc, je vais aussi prendre du temps pour moi, pour ma famille. Voilà. Donc, je vais continuer, mais je vais aussi prendre un petit peu de recul et prendre aussi du temps pour moi. Ouais, c'est bien d'entendre dire ça. Il n'y a pas que l'objectif de tout exploser et de faire 1 million par an. Il y a aussi profiter de la liberté. KDP, c'est quand même un business génial par la liberté qu'il donne. Bah, peut-être tu peux faire un parallèle avec ta première boîte. Tu m'en avais parlé en off que Ah, c'était ouais, ouais, vraiment c'est un truc complètement important pour toi. différent. Pour moi, c'est complètement différent parce que ma première boîte, en fait, j'avais l'impression d'être le salarié de ma première boîte, très concrètement. Donc, j'avais pas de patron, j'avais pas de salarié non plus, je travaillais tout seul, mais j'avais l'impression, en fait, de travailler pour cette boîte-là. KDP, c'est complètement différent, je travaille pour moi. Et en termes de vision, de mindset, c'est le jour et la nuit, en fait. Les choses sont complètement différentes. Moi, avant, je me levais le matin et je m'obligeais à travailler. Aujourd'hui, je suis content de travailler. Et quand Et tu si je travailles peux plus, ça te travailler, manque je un peu travaille. même. C'est ça. Faut pas trop le dire, mais avoue que ouais, ça devient un petit peu addictif aussi KDP. Enfin, c'est une passion, quoi. C'est une passion. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit une passion. Moi, je pense que quand on crée un livre, il faut toujours avoir en tête que, imaginez votre livre dans une librairie. Vous vous mettez à côté de votre livre. Est-ce que vous êtes content du résultat? Ou est-ce que vous avez honte de votre livre? Est-ce que vous iriez vers les gens en disant, c'est moi l'auteur, c'est moi qui ai écrit ce livre? Voilà. Si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est peut-être que vous n'êtes pas très très fier de vous. Donc, il n'y a peut-être pas la passion qu'il y a derrière. Moi, je pense il faut faire les choses par passion. Moi, ça m'arrive quand je suis vraiment à fond sur un livre, ça me dérange pas de travailler même très très tard le soir. Je suis content quand ça s'arrête parce que ça veut dire que je suis arrivé à créer le livre. Et donc, je prends une petite semaine de repos. Quand je suis dedans et c'est pas une obligation en fait. C'est l'envie tout simplement de continuer ce que je suis en train de faire et de le faire du mieux possible. Et voilà, pendant que je suis dedans et je m'y mets à fond. Bon, bah, ça a l'air d'être la parfaite transition pour la dernière question que je voulais te poser. Je sais pas si tu regardes trop les commentaires YouTube sur les différentes vidéos, mais là en ce moment, ça pullule de gens qui sont en mode ah oui, mais pour faire de l'argent sur KDP, il faut faire n'importe quoi, ou alors on peut pas faire de l'argent et faire de la qualité. Enfin, en ce moment, justement, avec le débat de ChatGPT, c'est soit t'es pro ChatGPT et du coup t'acceptes de faire de la merde pour l'argent, soit t'es un vrai auteur et dans ce cas-là, tu refuses les revenus et tu deviens auteur maudit qui vendra jamais rien. On a l'impression que tu arrives à faire les deux. Quel est
ton avis sur la question. En fait, concrètement, est-il possible de faire de l'argent et de la qualité sur KDP? Non seulement c'est possible, mais en ce qui me concerne, c'est une obligation. Faire de l'argent en publiant des trucs faits à l'arrache, ça peut fonctionner, mais ça sera jamais pérenne. Parce que vous allez avoir des mauvais commentaires, parce que votre livre ensuite se vendra moins, parce que vous aurez un concurrent qui va arriver avec un livre qui sera bien plus qualitatif que le vôtre et il va vous manger. Donc, les publications en masse de bouquins que certains arrivent à faire en quelques heures, ça a pu marcher, je pense, au tout début. Voilà, il y avait presque un potentiel là-dessus. Aujourd'hui, non. Franchement, non. Pour moi, c'est pas possible de faire autrement. Par contre, si vous prenez à l'inverse, c'est-à-dire que vous prenez du temps, vous faites de la qualité, vous vous mettez dans un mindset différent, en acceptant que votre livre, quand vous l'aurez mis en ligne, il va pas forcément se vendre tout de suite, tout de suite. Il va peut-être falloir faire de la publicité, il va falloir faire des choses par expérience, en fait, vous allez prendre votre temps, vous n'allez pas le perdre, par contre. C'est-à-dire que peut-être que votre livre il va commencer à vraiment vous rapporter au bout de 6 mois, voire même plus. Moi, j'ai des livres, en fait, ils ont commencé à me rapporter, vraiment à me rapporter au bout d'un an. Mais par contre, une fois qu'ils sont installés, ces livres-là, ils bougent plus. Ça aussi, c'est un truc, j'en profite pour en parler. Il y a pas mal de fois où j'ai parlé de timing de publication, que ce soit dans les programmes de formation sur la chaîne YouTube. Vous pouvez publier encore avant ce que j'ai dit. C'est-à-dire que je commence de plus en plus à changer d'avis, à me dire qu'il faut publier mieux, c'est mieux de publier plus tôt que trop tard. Et quand vous êtes, par exemple, typiquement au CQ fort, on va se dire le top du top, c'est de publier fin octobre, au moment où la courbe elle monte, etc. Je serais plutôt d'avis de publier début septembre, en fait. Voire même des livres qui ont marché pour Q4, qui peuvent avoir été publiés en avril, qui n'ont pas forcément bien marché en avril, mai, juin, un petit peu, mais sans plus, pas un best-seller, et puis qui deviennent best-seller en octobre comme ça, parce que ils avaient déjà ranké, ils étaient déjà là. Donc ouais, ça c'est un truc que j'observe de plus en plus. Et peut-être même que ça a un impact aussi avec l'algorithme d'Amazon, qui, j'ai l'impression, met de plus en plus en avant les livres independently published de KDP. Et donc, il est possible que vous ayez des livres qui deviennent subitement, enfin pas subitement, mais progressivement des best-sellers parce que l'algorithme va les mettre plus en avant qu'avant. Et donc, je suis d'accord avec toi là-dessus, ouais. Oui, il faut vraiment se donner le temps. Faut bien penser que c'est comme tout, en fait. On parlait de cuisinier tout à l'heure. Vous ouvrez un restaurant, vous n'aurez pas forcément 300 personnes à votre premier service. Donc, KDP, c'est pareil. Il va falloir prendre le temps d'avoir une bibliothèque relativement bien fournie, de faire un travail de qualité, prendre le temps et être patient sur le fait que ben, vos livres, ils vont pas forcément ranker tout de suite. Mais si vous faites ce travail de qualité, il n'y a aucune raison en fait pour que ça fonctionne pas. Voilà. Par contre, si vous considérez que faire du high content, c'est balancer un truc de 40 pages avec une phrase écrite en énorme, 3 fautes par ligne, un habillage collé à la va-vite, bon, déjà, c'est pas vraiment du high content, c'est juste un truc fait à l'arrache, en fait. Et ça fonctionnera pas. Dissertation au collège, police 18, interligne 26 et Mais grande c'est marge. ça. Mais il y en a, il y en a, hein. Il y en Euh, a qui le font encore, mais ça peut fonctionner. Ça fonctionnera qu'un temps. Ça peut fonctionner parce que vous attaquez à une niche qui est pas trop concurrentielle sur le coup, mais un jour ou l'autre, quelqu'un va venir et votre livre il va retomber parce que lui, il aura fait de la qualité que voilà. Qu'on se considère comme auteur ou comme qu'importe, on est aussi tous des consommateurs. Je connais quand même pas grand monde qui aime acheter de la merde, hein. Donc, il faut se mettre à la place du client qui achète notre propre livre. Est-ce que si nous, on achetait notre propre livre, est-ce qu'on serait content? Est-ce qu'on mettrait du 5 étoiles alors que c'est bourré de fautes? Ce sera une bonne conclusion pour terminer cette interview, Joël. Merci beaucoup pour ton interview hyper enrichissant, plein de conseils à la fois techniques, concrets sur Amazon et plus d'ordre mindset. Donc, c'était super. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, tu es le bienvenu quand tu veux sur la chaîne et j'espère que tes résultats vont doubler, tripler et faire x10. Et dans ce cas-là, tu seras le bienvenu pour témoigner de ta multiplication par 10 l'année prochaine. Et ben voilà, rendez-vous l'année prochaine. Allez, merci beaucoup, Joël. Ciao. Salut.